En tant que concept, l'économie circulaire traverse une période de validation dans laquelle les acteurs, aussi bien les praticiens que les théoriciens, ne s'accordent pas sur la définition du concept d'économie circulaire. Les frontières du concept sont donc encore floues, ce qui rend difficile le développement d'outils pour la mise en œuvre. Le manque d'outils de mesure pour l'économie circulaire rend souvent les conséquences de sa mise en œuvre difficiles à cerner. Par ailleurs, les flux de matière et d'énergie traversent les frontières organisationnelles, administratives et même géographiques. Le périmètre de mesure est donc important, mais également difficile à définir clairement. Ce sont autant de difficultés qui rendent le choix d'un outil d'analyse de la circularité complexe. Par exemple, on peut utiliser des indicateurs de mesure du taux de matière récupérée ou récupérable dans la conception d'un produit. Ces types d'indicateurs produisent alors typiquement des résultats qui peuvent aussi bien s'exprimer en kilogrammes ou en pourcentage. Par exemple ici, Willi Haas, un chercheur à l'université de Vienne en Autriche, suggère que notre économie mondiale est circulaire à 12%. Son étude se base sur une analyse de flux de matière, qui est une méthode de comptabilisation des flux qui traversent un système. Alors on peut choisir de baser ces mesures sur une unité massique, comme on vient de le voir avec Willi Haas, mais également sur une base volumétrique, énergétique ou bien même monétaire, ce qui permet ainsi d'intégrer la notion de qualité en capturant la valeur marchande d'un matériau, d'un composant ou d'un produit. En plus de la difficulté à cibler les variables et paramètres qui caractérisent un niveau de circularité, s'ajoute la diversité des échelles de mise en œuvre. Alors à l'échelle d'un matériau ou d'un produit, se posent les questions par exemple d'éco-conception. À l'échelle microscopique, on identifie les modèles de consommation collaborative dans lesquels le consommateur peut devenir prestataire. Pour les entreprises, on parle de nouveaux modèles d'affaires comme les systèmes produits-services basés sur la vente d'une fonction. À l'échelle mésoscopique, on identifie bien souvent les villes et les parcs industriels sur lesquels peuvent s'appliquer par exemple des principes de symbiose industrielle. Selon l'adage, les déchets des uns sont les ressources des autres. Enfin, à l'échelle macroscopique, on fait appel à des solutions de l'ordre de la collaboration entre secteurs industriels, mais aussi entre zones géographiques, pour lesquelles entrent en jeu par exemple des questions géopolitiques sur les ressources. Puisque les solutions de l'économie circulaire sont propres à différentes échelles, la nature des outils employés l'est aussi. Par exemple, l'analyse de cycle de vie des produits est l'outil le plus employé pour permettre la mesure des impacts environnementaux. Mais il existe maintenant de nouveaux outils dédiés spécifiquement à mesurer la performance circulaire, comme le Material Circularity Indicator de la Fondation Anne MacArthur. De plus en plus d'entreprises développent maintenant leurs propres indicateurs de performance, auxquels on réfère souvent comme des Key Performance Indicators, des KPI, où elles utilisent des feuilles de route développées par des observatoires comme Circle Economy aux Pays-Bas, lesquels proposent d'intégrer l'économie circulaire jusqu'au niveau stratégique de l'entreprise. Certains observatoires proposent également des outils de support au développement des symbioses industrielles, comme l'association Auré en France. Enfin, pour ce qui est des indicateurs de circularité à l'échelle macroscopique, les deux principaux acteurs à ce jour sont le gouvernement chinois, lequel a dû mettre en place une batterie d'indicateurs de flux de matière pour accompagner ces nouvelles lois sur l'économie circulaire, et la Commission européenne, au travers d'Eurostat, qui a fait également une catégorisation des flux plus adaptée au contexte européen. La majorité des indicateurs utilisés pour mesurer la circularité, plutôt à l'échelle micro et nanoscopique, focalisent sur ce qu'on appelle des données d'avant-plan. Il s'agit en fait des données issues uniquement des processus apparents, tels que la production, l'utilisation ou la consommation et la gestion en fin de vie, ce qui peut remettre en question la confiance que l'on peut apporter aux résultats obtenus. En effet, tenir compte seulement des données d'avant-plan limite la portée de l'analyse puisque l'on ne tient alors pas compte des données dites d'arrière-plan. Cela peut être par exemple des données relatives au processus d'approvisionnement. Et plus concrètement, il peut s'agir par exemple de la consommation d'énergie nécessaire au recyclage de l'aluminium contenu dans les alliages qui composent les structures de véhicules automobiles. Ceci soulève donc une question majeure du point de vue de l'économie circulaire. Si nous reprenons l'exemple de l'aluminium, est-il plus important d'éviter l'extraction de matière
pour la production d'1 kg d'aluminium en la recyclant, ou bien d'éviter d'émettre les 5 kg de CO2 engendrés par son recyclage. En résumé, un manque de mesure de la circularité pourrait avoir comme conséquence que certaines approches puissent être préférées à d'autres. Avec le déploiement progressif de stratégies de circularité à l'échelle internationale et la multiplication des exemples à analyser, les prochaines années permettront probablement de voir émerger des référentiels internationaux en termes de mesures de circularité.